Et oui, chers téléspectateurs, c'était la cérémonie d'investiture du 45e président américain, Donald Trump, qu'on vous a transmis en direct. Et pour plus élucider cet événement, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au studio M. Raouf Kafar, qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Raouf, si on parle premièrement de son discours d'investiture, on parle de plusieurs sens, et de nouveau, je dirais, termes qu'il a employés. Le peuple américain est celui qui gère l'administration de Washington. Il parle America will be great again. L'Amérique va redevenir grande à nouveau. Il parle d'un slogan qu'il a employé. We're gonna buy American and hire American. Nous allons acheter l'américain et employer des Américains quand même. Ça veut dire, je sais que ce discours est concernant le peuple américain, les Américains on land, sur le territoire américain et ailleurs. Mais comment voyez-vous ces termes quand même? Il a été toujours fort dans ses discours. De campagne présidentielle. Oui, dans sa campagne présidentielle, électorale, il a été toujours fort. Alors maintenant, il veut prouver qu'il est, encore une fois, fort. Qu'il maintient la même stratégie. Oui, c'est ça. Et son premier discours, normalement, le premier discours du président, est adressé au peuple américain. Il ne parle pas de politique extérieure, etc. Mais il se concentre sur le peuple américain, il veut les conforter, il veut leur dire que voilà, je suis venu, je vous ai promis 1, 2, 3, et je vais tenir mes promesses. Donc, et justement, comme vous l'avez dit, il avait toujours concentré sur l'emploi des Américains. Oui. Et il dit que les immigrants, particulièrement ceux qui viennent du Sud, ils prennent les emplois des Américains, et ça, il veut arrêter. Changer. Oui. Et il a dit, aujourd'hui, ça s'arrête et on commence. Donc les Américains, ce sont eux qui vont construire les routes, les ponts et tout. Il a dit ça pour réduire le taux de chômage. C'est ça. Et alors, c'était un discours fort. Moi, je vois que c'était fort. Et justement, c'est la continuation du même système. Il est toujours franc, il parle honnêtement, il ne ment pas, et c'est ça qu'il a fait gagner en premier lieu, et c'est ça que je pense que les Américains le croient, et probablement ils vont en profiter de ce qu'il vient de dire. Il a parlé depuis quelque temps du changement du système de subvention médicale installé par Obama. Et il parle aujourd'hui que le citoyen américain a droit au service, que ce soit médical, que ce soit travail, vivre dans un endroit sécurisé, tous ces services. Est-ce que vous voyez que ça sera dans le futur proche avec de tels changements radicaux au sein de la société américaine? Le mot proche, c'est un peu élastique, mais je veux dire qu'il a été toujours contre le Obamacare, le service de santé d'Obama médical. Et il va changer ça c'est sûr. Et comme il a dit, et il le dit toujours, il donne priorité absolue aux citoyens américains. Donc sur le plan médical, sur le plan éducation, sur le plan maison, habitation, etc. Ça sera toujours pour lui le citoyen américain qui aura la priorité première, absolue. Ça, c'est selon ce discours également. Oui, et je pense que lui, il est venu pour faire ça, et il ne va pas tarder à le faire. Parfait. Et si on parle de la politique extérieure, on avait plusieurs sujets, surtout le conflit au Moyen-Orient, dans plusieurs pays, que ce soit Syrie, l'Irak, Yémen, Libye. Comment voyez-vous le futur avec l'avènement de Trump en tant que 45e président? Lui, il a déjà dit
à plusieurs reprises que lui, il ne veut pas se mêler des affaires des autres. Et aujourd'hui, justement, il a mentionné ça en passant, en disant que nos soldats, ils défendaient les frontières d'autres pays. Maintenant, nous voulons qu'ils défendent notre pays et non pas les autres. Donc, ça, c'est une remarque assez importante, disant qu'à l'extérieur, nous allons réduire notre présence certainement militaire, et par conséquent, nous allons essayer de trouver des solutions qui ne soient pas militaires avec des soldats et du militaire américain. Ça veut dire réduction, soi-disant, de l'arsenal américain à l'extérieur certainement, et réduction des guerres dans lesquelles les Américains ont participé avant ça. Donc ça, c'était très clair. Et maintenant, c'est encore plus clair, parce que ça, c'est le seul point qu'il a mentionné à propos de l'étranger. Oui. Vous avez remarqué, il a parlé tout de l'Amérique, mais ça, c'était un point, alors il fallait le dire. Donc, je pense que oui, ça va changer. Et moi, j'ai personnellement un sentiment, c'est-à-dire que normalement, les présidents américains, durant le premier terme, ils essayent d'éviter des décisions, disons, pas dangereuses, mais critiques, sérieuses. À haut risque, c'est ça, pour essayer d'être réélu. Je pense que M. Trump, il va être un peu différent. Il va commencer du premier jour à prendre des décisions, qu'il soit réélu ou pas, ce n'est pas sa priorité. Mais il va commencer fort. Et ça, c'est complètement différent au moins de 3, 4, 5, 6 présidents qu'on a vus. Oui. Vous voyez. Parfait. Si on parle concernant la Russie et les sanctions imposées par les États-Unis à l'encontre de la Russie, surtout avec le dossier ukrainien et les opposants ukrainiens armés qui causaient un tout petit peu de problème pour l'Ukraine. Comment voyez-vous le conflit avec l'avènement de Donald Trump en tant que président? Il a déjà mentionné ça il y a quelques jours, en disant que voilà, nous allons nous mettre d'accord avec la Russie sur le plan Ukraine, sur le plan crimien et tout, mais à condition qu'ils réduisent leur arsenal atomique. Et je pense que lui, il aime, il admire, disons, M. Putin. Oui, et je pense qu'ils vont s'entendre assez bien, et ils vont résoudre beaucoup de problèmes qui étaient complètement... Qui bloquaient, je dirais, la coopération entre les deux pays. Donc, nous allons voir une relation assez intéressante entre les deux. Et M. Poutine est suffisamment intelligent pour prendre les décisions qui dans l'intérêt de son pays et des autres, encore une fois. Donc, je pense que non, nous allons voir un rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Et ça va se refléter certainement sur toutes les crises du Moyen-Orient et de la Crimée. Certainement. Un autre concernement quand même concernant le vieux continent, l'Europe, que ce soit la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les grands pays de l'Union européenne. Comment voyez-vous l'avènement de Donald Trump avec... Voilà, encore une fois, il a dit qu'il voit que l'Union européenne ne fait pas grand-chose, et qu'il a même... il a été content quand les Anglais ont voté pour le Brexit. Et il a dit que ça, c'est pour un intérêt meilleur. Et que lui, il s'attend à ce que 2 ou 3 autres pays, un peu plus, européens, qui vont quitter l'Union européenne. Et même l'OTAN, il a dit que nous allons... réorganiser, il n'a pas donné des détails, mais il a dit nous allons voir une solution comme quoi l'OTAN
va changer de l'OTAN qui structure. existe aujourd'hui. Parfait. Concernant la France, au moment de l'élection de Donald Trump, il y avait des discours de Marine Le Pen, l'extrême droite en France. Elle a parlé que c'était un pas vers l'extrême droite, l'avènement de l'extrême droite à la présidence américaine, française. Quand même, comment voyez-vous ça? Non, les Français, non. Je ne pense pas que Mme Le Pen, bien qu'elle a des idées assez courageuses, je veux dire, mais non, je ne pense pas que c'est le temps maintenant pour l'extrême droite de gérer en France. Mais je vois que les derniers mots du président Hollande étaient complètement contre ce que M. Trump avait déclaré les derniers jours. Oui, parfait. Monsieur Raoult, je vous invite et je vous invite également, chers téléspectateurs, à suivre ensemble ce reportage. Rappelez-vous que c'était en 2008, Barack Obama était élu 44e président des États-Unis face au républicain John McCain. Voyons ensemble ce bilan en complet. Voyons ensemble. Soutien à l'opposition libyenne, lutte contre Daesh en Syrie et en Irak et aussi au Pakistan. L'Amérique a été en guerre pendant les 8 années des 2 mandats de Barack Obama. Nobel de la paix en 2009, Barack Obama a échoué à relancer le processus de paix israélo-palestinien. Ses rapports avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou furent exécrables. Quant aux Palestiniens, ils se sont sentis floués. En Syrie, en revanche, c'est le spectre de la ligne rouge. Sa position face à la guerre en Syrie, qui a provoqué la pire tragédie humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, figure pour nombre d'observateurs comme une tâche indélébile sur son bilan à la Maison-Blanche. Il a mis sur pied en septembre 2014 une coalition internationale qui bombarde sans relâche les groupes terroristes et il a œuvré en vain à une solution politique. Mais il a toujours refusé d'envoyer des soldats au sol en Syrie, à l'exception de centaines de forces spéciales. Obama a aussi orchestré le retrait des troupes américaines d'Irak et Afghanistan, passé de 180 000 à 15 000, et interdit le recours à la torture utilisée après le 11 septembre par la CIA. Toutefois, ce bilan est contrasté puisque le président sortant a remporté plusieurs succès diplomatiques largement applaudis à l'étranger, tels que l'accord signé en juin 2015 par Téhéran et ses 6 grands pays garantissant la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions figure sans compter parmi les plus importants succès d'Obama. Même si cet accord avec la puissance chiite a suscité l'angoisse des alliés traditionnels de Washington, Arabie Saoudite et Israël en tête. Dans le dossier cubain, c'est aussi une réussite. Après 5 décennies d'antagonisme, l'administration Obama entame fin 2014 un rapprochement historique. Et enfin, sur le front chinois, Obama a établi un dialogue approfondi avec Pékin et réussi des percées.
Et on poursuit, chers téléspectateurs, notre analyse du discours de l'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Quand même, parmi les propos dit quand même durant cette allocution, le terrorisme islamique radical sera éradiqué. Alors, Monsieur Raouf, comment voyez-vous cette déclaration, surtout avec Daesh sur le terrain aujourd'hui, en Syrie et en Irak, qui perd du terrain, qui devient plus faible de jour en jour? Lui, il a été toujours convaincu que la création de Daesh était faite par les Américains. Et il a dit ça à plusieurs reprises, donc ce n'était pas un secret. Et il avait promis qu'une fois, si jamais il devient président, la première chose qu'il va faire, il va combattre les Daesh et toutes les forces radicales islamiques, mais une vraie bataille, c'est-à-dire pas cinématique, vous voyez. Plus d'efficacité sur le terrain. Efficacité, concentration, et puis certainement il a les ressources et il a les capacités et capacités de faire ça. Oui. Donc, et il va s'entendre avec Poutine pour le plan de Syrie soit bien fait. En Irak, voilà, ça commence. Donc il va vraiment s'en débarrasser, à mon opinion, de toutes les forces islamiques terroristes, je veux dire, pas même fondamentalistes, non, terroristes. Donc Daesh, à la tête, sera la première à être, comme il a dit, je vais utiliser le même terme, éradiquée. Parfait. Hier, il y avait des frappes en Libye américaines. Oui, il a frappé justement 2 raids avec des bombes dirigées par le laser et ça a été à 100% un succès à 100%. Et je pense que si jamais il fait la même chose en Syrie et un peu il aide l'armée irakienne en Irak, il va vraiment pouvoir réduire la superficie et les comptes certainement. Et puis, encore une fois, Daesh sera vraiment très très faible après, si jamais il continue. Et je pense qu'il va continuer. Donc il y aura, nous devons nous attendre à plus de raids, à plus d'efficacité dans ce combat contre Daesh. Parfait. Si on retourne au Moyen-Orient, ou on reste au Moyen-Orient quand même avec notre région intime, que ce soit en Libye, l'Égypte, le Soudan, comment voyez-vous ces prochains jours, ou le futur proche, soi-disant, avec l'avènement de Trump? Bon, moi je suis convaincu que M. Trump comprend bien que la solution de ces problèmes doivent être en premier lieu par les forces locales. C'est-à-dire, problème de Libye, il peut être... on peut trouver une solution entre Libye, Tunisie, Égypte, Tchad, etc. Donc, ce sont ces forces régionales qui peuvent vraiment résoudre leurs problèmes. Avec l'appui des États-Unis, mais pas les forces américaines. Il va réduire les forces américaines. Certainement, sur le champ, c'est-à-dire il va donner peut-être plus d'armement. Premièrement, il va changer, parce que jusqu'à présent, et je ne sais pas pourquoi, c'était défendu d'armer l'armée libyenne, oui. Ce qui est complètement incompréhensible. Je pense que M. Trump, il va changer ça. Il va changer, quand même lever la restriction d'import d'armes. Comme ça, ils peuvent, franchement, mener leur combat, parce que sinon, il n'y a pas. Donc ça va changer. Moi, je vois que la situation en général du Proche-Orient, après M. Trump, sera beaucoup meilleure.
Ça, c'est ma conviction. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, il ne va pas traîner. Il va prendre des décisions assez rapides et assez courageuses. Et je pense que nous verrons des résultats très prochainement. Parfait. À l'encontre de l'administration Obama, Trump était, je dirais, il présentait quand même du support pour le président Abdel Fattah el-Sisi, ses politiques antiterroristes. Parlez-nous de ça. Premièrement, il a bien compris ce qui est certainement. Je suis sûr que. Ce n'était pas le même cas avec l'administration Obama. Non, mais Obama, comme personne. Comme on dit, deep inside, hein, oui. Il comprenait que notre président, il menait une guerre, mais vraiment une vraie guerre. Oui. Mais il ne voulait pas dire ça. L'autre, il l'a dit. Et puis, ça c'est pour commencer, il a dit à plusieurs reprises que c'était l'Égypte, le seul pays au monde qui, franchement, combattait le terrorisme sur place. Et qu'on doit l'aider, on doit prendre, c'est-à-dire proclamer l'organisation des frères comme terroriste. Apprendre de mesures. Et non, encore, on apprend du système que le président Sisi a fait contre les terroristes. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, quand ils se sont rencontrés, on a senti immédiatement que la chimie était très bonne entre les deux. Et ils ont continué à se parler de temps à autre. Et je pense que c'est une chose très bien. Peut-être c'est. Voilà. Il était grand temps, je dirais. Certainement. Alors, ils s'entendent bien. Les deux s'admirent. Et ils ont le même, je veux voir, point de vue. Donc, la coopération sans doute va beaucoup augmenter. Et sur le plan terrorisme et combat contre le terrorisme, il va être à notre dos et je pense qu'il ne va pas tarder à nous fournir les informations, les logistiques, les intelligences. De l'aide substantielle. Certainement, parce que jusqu'à présent, nous avons besoin de ça. Oui, nous avons notre armée, on peut bien mener notre guerre, mais on a besoin de quelques informations d'intelligence que malheureusement nous n'avons pas les ressources pour les savoir. Mais eux, ils ont. Donc si jamais ils nous aident dans ce domaine, ça va faire un changement tactique et stratégique, je dirais, sur le terrain. Si on retourne à l'administration Obama et son bilan de 8 ans avec l'administration Obama démocrate, parlez-nous de cette. Je veux dire qu'ils ont publié, justement, je pense que c'était Fox ils ont publié un rapport il y a quelques jours. Et le total, c'était que M. Obama n'avait pas réussi du tout. C'était un grand échec. Et ça, c'est l'opinion des Américains, eux. C'est-à-dire, c'était un sondage qui a eu lieu dans l'Amérique. Et on a demandé, je pense, sur 12 ou 13 sujets, on a demandé aux Américains... Qu'est-ce que vous pensez que M. Obama, durant ces 8 années, il a fait des progrès, ou bien il n'a pas changé, ou bien il a reculé. Malheureusement, peut-être 2 ou 3 dossiers complètement... C'est ça, et des dossiers, je veux dire, qui ne sont pas d'une grande importance du tout. Ce sont justement les 2 dossiers qui ont fait un petit progrès. Et dans toutes les autres affaires, dossiers extérieurs, etc., ça fait un recul assez grand, assez important. Donc, bref, M. Obama n'a pas été un des présidents, disons, qui ont réussi. Il n'a pas eu une réussite, malheureusement, sur le plan américain et sur le plan international.
Parfait. L'administration Obama, ou surtout le secrétaire d'État John Kerry, il se vantait qu'il avait conclu l'accord nucléaire iranien. Il y a toujours, une crise là-dedans. C'est ça. Ils ne se sont pas mis d'accord sur tout. Sur les sanctions qui sont toujours imposées. Ils ont signé, d'une part, et de l'autre part, le lendemain, ils ont dit les sanctions sont toujours là, ils tiennent. Et si jamais vous devez, je ne sais pas, vous limiter à la production de je ne sais pas quoi, etc. Donc c'était un show. Je pense qu'à mon opinion, c'était une chose qu'ils voulaient simplement signer pour que ça soit compté dans une comme accompli. Mais en principe, non, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Et justement, M. Trump a dit on va réviser ça. Nous allons voir si jamais ça veut être changé. On va tenter de changer. Monsieur Raouf, vers la fin de notre interview, quand même, vous voyez que c'est positif ou négatif en sommaire de cette investiture quand même et des dossiers que nous avons abordés. En principe, moi, comme Égyptien, mon intérêt principal, c'est la région. Et je pense que avec M. Trump, la région va avoir beaucoup de progrès. Donc ça, c'est la meilleure chose pour moi. Sur le plan américain, je pense que, encore une fois, l'administration Trump va améliorer beaucoup de conditions pour les Américains sur le plan, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, santé, services, tout genre de services, infrastructures, etc. Donc moi j'avais toujours dit, il va faire un des meilleurs présidents dans l'histoire des États-Unis. Espérons pour le mieux, M. Raouf, au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier. Merci à vous. Chers téléspectateurs, notre interview prend fin et on va poursuivre quand même l'investiture du 45e président américain Donald Trump en direct. Au revoir. Their triumphs have not been your triumphs, and while they celebrated in our nation's capital, then they were like, let's not bet like you don't start with Oh, cool. That's even better.